Les enjeux dans la gestion de réserves naturelles. Les enjeux de conservation. Formuler de manière claire et synthétique les enjeux en fonction de la valeur du patrimoine, de son état de conservation, des menaces qui pèsent sur lui. Les enjeux de conservation prioritaires pour les habitats, les espèces et les objets géologiques à forte valeur patrimoniale ou qui ont de l'importance dans la politique de conservation au niveau international et national. Par exemple, les hêtraies calcicoles à Gaillet-Odoran, répandues et considérées en bon état en France par la circulaire DNP du 24 décembre 2004. Les enjeux de conservation secondaires pour les éléments de plus faible valeur patrimoniale. Les enjeux de conservation potentielle pour les habitats et les populations d'espèces à forte valeur patrimoniale dont l'existence était attestée sur la réserve et dont la restauration offre un intérêt pour le fonctionnement de la réserve. Attention, il ne s'agit pas de création de nature, exemple nihilo. Donc par exemple, c'est le retour des chauves-souris dans telle grotte surfréquentée. Les enjeux de connaissance du patrimoine. Rappel des besoins d'amélioration des connaissances sur la base des lacunes identifiées. Cet enjeu est essentiel lors du premier plan et s'estompe progressivement avec les suivants. Les enjeux de la réserve vis-à-vis de la recherche peuvent être placés ici. Les enjeux pédagogiques et socio-culturels. Définition des enjeux à partir des conclusions des chapitres sur le patrimoine culturel, paysager, archéologique et historique, sur les intérêts pédagogiques et sur le diagnostic socio-économique. Les enjeux pédagogiques, les enjeux socioculturels pour le patrimoine culturel, paysager, archéologique et historique, les enjeux d'aménagement durable du territoire lorsque le tissu socio-économique est actif dans la réserve. La synthèse des enjeux, le tableau des enjeux si leur nombre et leur importance le justifient, avec la carte des enjeux localisable. Donc, par exemple, on va voir un extrait du diagnostic biologique du marais du Galuchet, la plante, fait en 2006-2007. Donc on a des mammifères, des chiroptères, des amphibiens, des odonates, des lépidoptères diurnes, des coléoptères xylophages. Donc la première partie, le diagnostic biologique. Introduction, intérêt et enjeux du marais de Galuchet-la-Plante. Intérêt patrimonial et biologique. Le marais Poitevin forme une zone humide d'intérêt multiple, hydrologique, écologique, patrimonial, située à la confluence du Lay, de la Vendée, de la Sèvre niortaise, du Curé et du Mignon. Proposition de site d'intérêt communautaire FR 540044-6 de Charente-Maritime et de Sèvres. Proposition de site d'intérêt communautaire FR 52000665-9 de Vendée. Directive Habitat, zone de protection spéciale du marais Poitevin FR 5410-100. Directive Oiseaux. Le marais du Galuchet-la-Plante en constitue l'extrémité orientale aux portes de Niort, ouvrant sur un paysage caractéristique du marais mouillé. Il est inscrit dans le périmètre naturel 2000 du marais Poitevin et fait l'objet d'une SNIEF de type 2, code 609. Autrefois inséré dans un vaste système de prairies d'élevage, de peupleraies et de cultures maraîchères, il est aujourd'hui cerné par les aménagements, enclavé entre la Sèvre niortaise à l'ouest et l'avenue Wellingborough, tracée en 1996 à l'est. Sa partie nord a vu l'aménagement du parc des expositions par remblaiement des prairies humides de Noron, tandis qu'une voie de déviation passant au-dessus de la Sèvre sépare désormais le Galuchet de la Plante depuis 1999. Le marais du Galuchet-la-Plante a très longtemps été utilisé par les habitants de Niort comme ressource de bois de chauffage, jardin d'agrément ou de cultures maraîchères, prairies de fauche et d'élevage. Un entretien régulier des fossés et des terrets a permis de conserver ces aspects patrimoniaux. On y retrouve en effet des habitats considérés comme prioritaires par l'Union européenne, aulnay, freinay sur terrets, code Corine 44.3, voir la fiche terré du DOCOM Natura 2000. Au cœur d'un ensemble de prairies hygrophiles, caricées et mégaphorbiées, code Corine 37.23, le document d'objectif Natura 2000, validé en 2005, préconise le maintien de ce type d'habitat. Des études réalisées par Deux Sèvres Nature Environnement ont montré depuis de nombreuses années la richesse biologique que recèle ce marais. De nombreuses espèces patrimoniales, végétales et animales s'épanouissent en son sein, notamment la fritillère pintade, Fritillaria meleagris, inscrite sur la liste rouge régionale de la flore menacée en Poitou-Charentes, SBCO 98, inscrite sur la liste des espèces déterminantes en Poitou-Charentes, PCN 2001. La loutre d'Europe, Lutra lutra,
inscrite aux annexes 2 et 4 de la directive Habitat, inscrite à l'annexe 2 de la Convention de Berne et inscrite sur la liste des espèces déterminantes en pointe rente PCN 2001. La rosalie des Alpes, Rosalia alpina et autres insectes xylophages, inscrite aux annexes 2 et 4 de la directive Habitat, inscrite à l'annexe 2 de la Convention de Berne, inscrite sur la liste des espèces déterminantes en Poitou-Charentes PCN 2001. La grenouille agile, Rana dalmatina, inscrite à l'annexe 4 de la directive Habitat. La grenouille rousse, Rana temporaria, inscrite à l'annexe 5 de la directive Habitat, inscrite sur la liste des espèces déterminantes en Poitou-Charentes PCN 2001. Le héron cendré, Ardea cinerea, production nationale avec la plus importante héronnière du sud de Sèvres, etc. Plus qu'une liste d'espèces et d'habitats, le marais de Galuchet-la-Plante constitue un joyau patrimonial non seulement en raison de ses éléments biologiques, mais aussi en tant que témoin d'activités traditionnelles souvent révolues ou qui tendent à disparaître. La présence de certains habitats dans le marais de Galuchet-la-Plante, comme une freinée alluviale spontanée d'une trentaine d'années et son enclavement au sein de la ville de Niort, en font un site unique sur la façade atlantique et un atout majeur pour la prise de conscience de ses utilisateurs urbains de la richesse patrimoniale des zones humides. Sa préservation et sa gestion hydraulique passent par la prise de conscience de sa position stratégique comme zone tampon entre la ville et le marais. Le diagnostic biologique, donc la synthèse des espèces patrimoniales observées en 2006 et 2007 et les enjeux liés au milieu. Donc on a la loutre d'Europe, qu'on a précédemment cité, biotope principal, boisement, alluviés au cours d'eau. La menace, c'est l'envasement et la disparition des poissons. L'enjeu de conservation, la restauration du réseau hydraulique. La genette, qui vit dans les boisements. La menace, c'est la fragmentation. L'enjeu, c'est le maintien des corridors. Le compagnon amphibie, zone humide, à eau libre. La menace, c'est le ragondin. L'enjeu, c'est le piégeage. La pipistrelle de Kuhl, c'est une espèce ubiquiste, donc c'est une chauve-souris. La menace, c'est la diminution des ressources en insectes. L'enjeu, c'est le maintien d'élevage de pâture et de ripisylves. Le murin de Daubenton, qui vit dans les cours d'eau, menace diminution de ressources en insectes. Enjeu, qualité de l'eau, ripisylve. Noctule de Leisler, qui vit dans les boisements. La menace, c'est la diminution du nombre d'arbres creux. La conservation, ce serait le maintien du bois mort. Au niveau des amphibiens, la grenouille rousse et la grenouille agile, ainsi que le triton palmé. Donc, prairies, boisements humides et mares pour les grenouilles rousses et agiles, et zones humides pour le triton palmé. Donc, la menace, c'est le comblement des ornières et points d'eau temporaires, l'assèchement des fossés. L'enjeu de conservation, c'est le maintien de la diversité d'habitat et la restauration du réseau hydraulique. Les lépidoptères. Donc en prairies mésophiles, on a le Mélité des centaurés et l'Azuré semi-argus. La menace, c'est la fauche précoce, le pâturage intensif et la fertilisation. Les enjeux, c'est la rotation des fenaisons sur prairies. Le petit mars changeant dans les boisements alluviaux. Le risque, c'est la disparition des boisements et ripisylves. Et l'enjeu, le maintien de la diversité d'habitat. Dans les odonates, les libellules, l'épidoptère, c'était les papillons. Les odonates, les libellules, il y a l'agrion mignon. Donc au niveau des eaux stagnantes à hydrophytes. Le risque, c'est la disparition des mares. L'enjeu de recréer des mares permanentes. La cordulie à corps fin, les eaux courantes à ripisylves. Le risque, la disparition des ripisylves. Et l'enjeu, le maintien de la diversité d'habitat. Les coléoptères xylophages, donc le lucane cerf-volant et la rosalie des Alpes. Donc dans les boisements, arbres morts. La menace, c'est la diminution du nombre d'arbres morts, tout simplement. Les frênes, les saules, les chênes. Et les enjeux, c'est le maintien du bois mort, renouvellement du peuplement arborescent. Et enfin, les orthoptères. Donc on a le criquet des roseaux, le criquet tricolore et le criquet ensanglanté dans les prairies humides. La menace, c'est les fauches précoces, le pâturage intensif, la fermeture des espaces ouverts et l'assèchement. Et les enjeux, l'entretien par la fauche avec exportation, maintien des niveaux d'eau.
En conclusion, l'association Deux-Sèvres Nature-Environnement ainsi que le groupe ornithologique des Deux-Sèvres, ayant une présence régulière sur le site du marais de Galuchet-la-Plante, ont pu collecter des données biologiques depuis de nombreuses années. Les inventaires ont été particulièrement importants depuis 2005. Des espèces citées par le passé ont été retrouvées, d'autres ont disparu. Mais on a aussi découvert des espèces qui n'avaient pas été citées jusqu'en 1996. Tous ces paramètres tendent à confirmer la tendance observée dans le marais poitevin et les milieux naturels en général. La disparition de la biodiversité est très importante. Les espèces considérées comme les plus sensibles disparaissent en premier. En effet, le sonneur à ventre jaune, le triton marbré, l'agrillon de mercure ou les cordulis n'ont plus droit de citer aujourd'hui dans ce marais. L'aménagement urbain a cerné petit à petit le marais en réduisant son espace vital comme peau de chagrin, mais aussi en le privant de son alimentation en eau, en rendant ses fonctions écologiques de régulateur de crues, de réservoirs et de filtres totalement inefficaces. Ajoutez à cela le ruissellement des eaux sur les voies de circulation qui entraîne dans le marais les résidus d'hydrocarbures, le taux de nitrate important des eaux d'infiltration contribuant au développement des algues filamenteuses et à l'envahissement par les orties font que la qualité de l'eau n'est pas favorable à la biodiversité. L'abandon du marais et de son entretien a également contribué à asphyxier l'écosystème. Certaines périodes d'entretien des prairies peuvent être optimisées pour favoriser le développement de certaines espèces. Par exemple, le leptotère déterminant Poliomatus semi-argus n'avait pas pu être observé en 2006 sur les prairies du coteau car une fauche précoce avait eu lieu. Il a été demandé en 2007 de ne pas intervenir sur toutes les parcelles ouvertes de manière à éviter ce genre de biais. Cette observation n'a pu être réalisée que dans ces conditions. D'autres facteurs, notamment climatiques, ont fait évoluer le cortège d'espèces habitant ou visitant ce lieu. Il appartient maintenant aux acteurs locaux intervenant sur le marais de Galuchet-la-Plante, à savoir Ville de Niort, Parc interrégional du Marais Poitevin, association DSNE et GODS, de travailler à l'élaboration d'un plan de gestion prenant en compte certaines préconisations énoncées dès 2006 et permettant de définir un calendrier d'entretien, notamment de parcelles ouvertes, un cheminement prioritaire du réseau hydraulique à restaurer en passant par de l'intervention mécanique, une gestion appropriée des parcelles de terré, un périmètre de protection de l'aéronnière, etc. Et enfin, les grands milieux définis par la DIREN Rhône-Alpes à base d'adhésion aux chartes. Donc, les milieux forestiers en général, les pelouses, prairies et landes, les eaux dormantes et eaux courantes, les zones humides, mégaforbiers, marais, prairies humides, les tourbières, les étangs, formations arborées hors forêt et bosquets, arbres isolés, lisières forestières, bocages, vergers traditionnels, habitats rocheux et grottes, éléments ponctuels, gîtes à chauve-souris, murets, talus. Donc, définition de la notion d'enjeu par le Centre d'échange d'informations du Niger, Plan national de l'environnement pour un développement durable. La notion d'enjeu permet de synthétiser une situation complexe et d'identifier les points fondamentaux qui guideront la suite de l'analyse. Par définition même, les enjeux ne sont pas nombreux. Ils correspondent à ce que l'on risque finalement de perdre ou de gagner si une intervention, un événement se produit. Il importe de rappeler par ailleurs la distinction qu'il faut faire entre la notion d'impact et celle d'enjeu. L'impact vient après l'action. C'est un résultat, un effet. Un impact, si important soit-il, pourrait être corrigé, atténué, parfois complètement, parfois partiellement, par un certain nombre de mesures, plus ou moins coûteuses et efficaces. De son côté, l'enjeu précède l'action. La révision du FSD et du périmètre du site. Durant la phase d'inventaire écologique, il est important de prévoir l'intégration dans le FSD des nouveaux habitats et espèces d'intérêt communautaire qui auraient été inventoriés afin qu'ils puissent faire l'objet de mesures de gestion. La révision du FSD est nécessaire pour remettre à jour les données régionales et nationales et alimenter le système d'information national sur la nature des paysages, le SINP. Cette mise à jour est proposée à la DREAL qui en est responsable régional. Sur la base de l'inventaire biologique, le gestionnaire peut proposer un ajustement à la marge du périmètre du site pour une nécessité de cohérence écologique et fonctionnelle ou du fait de l'échelle de travail adoptée. Dans certains cas, une demande d'extension du site peut être formulée si elle répond à des enjeux importants de conservation. La hiérarchisation des enjeux de conservation. Définition. En fonction du contexte, la signification du mot enjeu, ce que l'on peut gagner ou perdre, dictionnaire Robert, peut varier. Pourquoi hiérarchiser les enjeux de conservation? Identifier les enjeux majeurs du site, les habitats naturels ou les espèces d'intérêt communautaire pour lesquels il faut mettre en œuvre des mesures qui assureront leur conservation, permettra d'ajuster l'ordre de priorité des mesures à appliquer.
Les objectifs de développement durable du site et les objectifs opérationnels du DOCOP seront définis sur la base de cette hiérarchisation. Elle peut être réalisée par... Non. Qu'est-ce que j'ai dit moi? Le document d'objectif. Ah non, non, pardon. Donc on est toujours dans la hiérarchisation des enjeux de conservation. Pardon, pardon. Elle peut être réalisée par l'opérateur. Donc, alors, donc c'est la hiérarchisation. Ouais. Elle peut être réalisée par l'opérateur ou en partenariat avec les différents acteurs du DOCOB, un prestataire, les acteurs du site, les experts naturalistes, dont le rôle peut s'avérer important à cette étape. Selon les régions, l'intervention du CSRPN peut être requise. Les critères de hiérarchisation des enjeux de conservation. Leur organisation diffère en fonction des méthodes de hiérarchisation. Le statut européen de l'habitat ou de l'espèce, intérêt communautaire ou prioritaire, la présence d'espèces protégées, patrimoniales, la rareté, l'importance de l'espèce pour l'habitat, le degré d'isolement, la limite d'aire de répartition, l'isolement taxonomique, l'isolement génétique, le caractère d'espèces emblématiques à valeur culturelle ou économique, l'amplitude écologique, les effectifs, l'état de conservation des habitats naturels d'intérêt communautaire et des espèces d'intérêt communautaire et de leur habitat à l'échelle du site, la dynamique évolutive naturelle des habitats naturels et des populations d'espèces d'intérêt communautaire. Chaque méthode de hiérarchisation des enjeux de conservation a ses avantages et ses limites. La hiérarchisation qualitative est plus accessible aux acteurs locaux et peut même être en partie réalisée avec les groupes de travail. Toutefois, certains peuvent la trouver approximative et trop subjective. La hiérarchisation quantitative est plus complexe, moins accessible au grand public et plus difficile à mener avec les acteurs locaux. Pour faciliter sa compréhension, de courtes justifications des résultats doivent être rédigées. Les critères qualitatifs et quantitatifs. Diverses méthodes ont été développées dans les DOCOB ou par des scientifiques pour hiérarchiser les enjeux de conservation. Certaines sont quantitatives, utilisant un système de notation. D'autres sont qualitatives et déterminent si l'enjeu est très fort, fort, moyen ou faible. Le présent guide vous propose des pistes et des exemples destinés à vous aider dans votre démarche de hiérarchisation. Donc ce guide, c'est... Ça, ce document, c'est tiré de... De quoi? Bah, du guide méthodologique des plans de gestion des réserves naturelles, tout simplement. Et enfin, la hiérarchisation des enjeux de conservation à l'échelle régionale, le CSRPN du Languedoc-Roussillon. Lorsqu'elle existe, cette hiérarchisation régionale est à intégrer dans la réflexion sur la hiérarchisation des enjeux du site. Le Languedoc-Roussillon comprend des sites Natura 2000, vastes au patrimoine naturel riche. Ainsi, il n'est pas rare, en particulier sur le littoral, de trouver un site présentant des enjeux d'intérêt communautaire nombreux qui correspondent à des groupes taxonomiques bien différents, oiseaux, reptiles, amphibiens, poissons, habitats. La hiérarchisation des enjeux de conservation peut alors devenir ardue pour l'opérateur. La méthode mise au point par le CSRPN répond à un besoin évident de la facilité dans le but de prioriser les actions, mesures de conservation à mener. Elle se fait en 2 étapes. Attribution d'une note régionale pour chaque enjeu. Les notes régionales ont été prédéfinies par le CSRPN. L'opérateur n'a donc qu'à consulter l'annexe 1 de la méthode pour épuiser les notes correspondantes selon le niveau d'importance de l'habitat ou de l'espèce en Languedoc-Roussillon. Elle est issue d'un creusement entre 2 grands critères, la responsabilité régionale des je sais pas quoi, habitats, et il n'y a pas de suite.